Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Franchise QB. Alors, condition un petit peu particulière, cette semaine vous avez vu que il n'y a pas de générique, il n'y a pas d'image, il n'y aura pas d'insert. Voilà, j'ai mon ordinateur qui est en réparation, donc on tourne dans les conditions, conditions directes, hein, pour cette semaine. Mais ça va pas nous empêcher de nous retrouver et de nous faire le bilan des performances des quarterbacks, hein. Vous le savez, c'est le rendez-vous maintenant chaque semaine. Et on commence tout de suite avec le flop 10, les 10 pires quarterbacks de la semaine. Vous connaissez le principe. On part du numéro 10 pour remonter vers le numéro 1. Le numéro 1 étant le quarterback que j'ai jugé le moins bon cette semaine. Et on commence avec ce numéro 10. J'ai placé Jordan Love des Packers, 21 sur 40, 289 yards, 2 touchdowns, 2 interceptions. Cette performance de Jordan Love, en fait, elle est un peu à l'image de cette saison, parce que vous voyez qu'il y a 2 touchdowns à la passe, 2 interceptions. Il y a eu des beaux lancers, notamment sur les touchdowns pour Jordan Love. Et puis, il y a eu aussi des lancers un peu cata, 2 interceptions. Il y a la dernière, là, alors que les Packers sont en train de driver dans le quatrième quart pour passer devant, hein, puisqu'ils ont perdu d'une possession. De voir le score, c'était quelque chose comme 23-19. Donc les Packers sont en train de driver, ils progressent, ils arrivent dans la moitié de terrain des Steelers. Et il lance cette interception où le défenseur se retrouve un peu tout seul pour prendre le ballon. Donc il y a même pas de receveur pour pouvoir récupérer le ballon ou pour pouvoir, le cas échéant, se muer en défenseur, hein. Ouais, on voit ça des fois sur certains matchs. On voit le receveur à qui est destiné le ballon qui finalement, pour éviter l'interception, se retrouve lui-même à devoir défendre presque et à essayer d'empêcher la complétion pour le défenseur, d'empêcher donc une interception. Ici, c'est pas le cas. Il se retrouve avec le ballon tout seul, le défenseur des Steelers. Et donc voilà, finalement, dans ce match, ouais, on voit un peu ce qu'on voit depuis le début de saison pour Jordan Love. Voilà, des beaux lancers, des touchdowns. 289 yards, c'est loin d'être indigent, mais trop de pertes de balles et trop de lancers approximatifs. 21 sur 40, c'est quand même pas terrible comme bilan, même si d'accord, c'était la défense des Steelers en face, une des meilleures défenses de la ligue. Mais voilà, c'est l'impression que c'est un peu chaque semaine la même chose avec Jordan Love et du coup, ça donne une défaite de plus pour les Packers. On se posera la question de quoi faire à la draft. On en reparlera au mois de décembre quand on aura un bilan un peu plus clair, hein. Pour l'instant, ils sont à 3 victoires, je crois, les Packers. Euh, donc on se posera la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Jordan Love, on fait confiance? Est-ce qu'on commence à bâtir potentiellement autour de lui, potentiellement autour de quelqu'un d'autre plus tard? Ou est-ce qu'on va directement sur un nouveau quarterback? Voilà, la question méritera de se poser, hein. Je rappelle, il y aura plusieurs quarterbacks. On annonce un bon contingent de quarterbacks lors de la draft, potentiellement un record de quarterbacks choisis au premier tour. On verra. Mais en tout cas, performance en dents de scie pour Jordan Love à l'image de cette saison. On continue numéro 9. J'ai placé Gardner Minshew, 18 sur 28, 194 yards, pas de touchdown, une interception. C'était la grosse purgeasse de la semaine, donc c'est pour ça que j'ai voulu placer Minshew malgré sa victoire, parce que oh là là, qu'est-ce qu'il était compliqué à suivre ce match, qu'est-ce qu'il était compliqué à suivre. Et ouais, voilà, Gardner Minshew, voilà, il fait une erreur quand même, une interception. Et puis, il marque pas de touchdown. Le touchdown qui est marqué, il y a un seul touchdown dans ce match. C'est un touchdown à la course. D'ailleurs, très belle course avec de très beaux blocs, hein, presque à retardement pour Jonathan Taylor. Mais il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Il doit faire mieux, Gardner Minshew. On l'a souvent loué. On a souvent dit que c'était un des meilleurs, on va dire, backups de la ligue. Et là, il se retrouve donc propulsé titulaire avec la blessure d'Anthony Richardson.
Il doit faire mieux que ça. Il doit faire mieux que ça face à une équipe qui est un peu en déroute. C'est Patriots. Et donc, bon, ça gagne quand même, mais ça aurait pu tourner au vinaigre. Et alors, il n'est pas aidé parce que, d'accord, il y a une bonne défense en face. Normalement, la défense des Patriots, elle est réputée. On l'a toujours dit, les Colts, leur corps de receveur, c'est quand même pas la panacée. Même si on commence à voir Michael Pittman qui sort du bois un petit peu, c'est bien. Mais faut faire mieux. Et il faut faire mieux. Et donc, malgré la victoire, voilà pourquoi j'ai placé Gardner Minshew numéro 9. Numéro 8 de ce flop de la semaine, j'ai placé Will Levis qui est à 19 sur 39, 199 yards, pas de touchdown, une interception. Alors lui aussi, hein, voilà, 199 yards et seulement 19 sur 39. Vous voyez, Gardner Minshew, il en avait complété 18, mais en 28 passes. Lui, il est à 19 sur 39. Donc même pas à 50%. Oui, j'essaie de faire mes maths dans ma tête, je suis pas très doué pour ça. Même pas à 50% de complétion. Alors, est-ce que c'était une lune de miel qui aurait duré un match et demi finalement, ce Will Davis là qui avait fait une si belle impression pour son premier match et qui avait pas été non plus déshonorant face aux Steelers. Euh, et ici, ouais, bon, alors il est tombé face aux Bucks, d'accord. Les Bucks, ils venaient quand même d'encaisser un wagon de points contre excusez-moi, contre les Texans. Euh, et alors, du coup, je me pose la question, est-ce qu'on n'aurait pas finalement un Tannehill bis? Parce que c'est à ça que ça ressemble, hein, finalement, la performance de Will Levis, voilà, j'ai du mal à compléter. Et si le jeu au sol n'avance pas, Derrick Henry complètement éteint sur ce match. Si mon jeu au sol n'avance pas, eh ben, on a du mal. Will Levis, on sait qu'il a un bras, donc il va pouvoir s'appuyer, notamment sur DeAndre Hopkins. Il est censé le faire. On lui reprochait plutôt son intelligence de jeu. Bon, ici, il lance une interception. Euh, il n'est pas non plus sous une pression de dingue tout le match. Donc, je pense que, voilà, moi, je privilégie pour l'instant encore la thèse de l'accident. Mais attention, attention, parce que c'est Titan où on se disait, ah ben il y aura peut-être une place à aller chercher, la division est pas si terrible que ça, il y a peut-être quelque chose à faire cette saison. Et ben il se retrouve un peu largué, hein, et en AFC, c'est le deuxième pire bilan, hein, derrière les Patriots. Donc attention, en plus on voit les Texans qui commencent vraiment à bien se comporter. Euh, pour moi, c'est peut-être pas encore complètement foutu, mais alors il va vite falloir se remettre à l'état à l'endroit. Il va vite falloir que le jeu au sol retrouve de l'efficacité, que ce soit par Derrick Henry, que ce soit par Spears, le rookie. Mais il faut faire quelque chose et que Will Davis fasse mieux que ça, et soit plus précis, et notamment avec DeAndre Hopkins qui va être sa cible privilégiée. Allez, on continue. Numéro 7. Numéro 7, j'ai placé Josh Allen, 15 sur 26, 177 yards. Un touchdown, deux interceptions, et il est aussi à un touchdown à la course et un fumble perdu. Alors, deux interceptions. Il y en a une qui est vraiment, vraiment vilaine. La deuxième. La première, c'est plutôt Gabriel Davis qui a les mains percées, hein, parce que le ballon doit lui arriver et ça doit au pire faire une passe incomplète. Et ça se transforme un peu, hein, c'est ce qu'on appelle le ballon est tipped, hein, il est dévié. Euh, et ça se transforme en interception. Donc, je la mettrai pas vraiment sur le dos de Josh Allen, celle-là. Mais on voit bien qu'ils finissent par perdre ce match malgré tous ces turnovers, hein. Il y a eu aussi un fumble de James Cook en début de match. Donc je crois qu'ils sont au moins à 4 turnovers, oui, parce qu'après il y a cette transmission à James Cook où Josh Allen ne donne pas la balle dans le bon tempo, plus deux interceptions, donc je crois qu'ils sont au moins à 4. Et, et ben, finalement, ils échouent à pas grand-chose puisque ça finit par ce field goal à la dernière seconde pour les Broncos. Donc, s'il avait été plus propre,
sans être exceptionnel, juste plus propre que ça, et ben ça serait passé pour les Bills. Et oui, il va falloir qu'on se pose la question parce que en effet, bah, c'est le quarterback qui lance le plus d'interceptions dans la ligue, Josh Allen, depuis qu'il est dans la ligue, c'est comme ça. Alors il compense jusqu'ici parce qu'il mène une attaque qui est tambour battant et il mène aussi souvent la ligue en touchdown lancé. Donc ça se compense. Mais on voit bien que quand il y a un petit peu du répondant en face, voilà, ça suffit pas et on peut pas se permettre de faire autant de turnovers. D'ailleurs, les Bills ont réagi, hein, ils ont viré leur coordinateur offensif. C'est Joe Brady, je crois, le coach des quarterbacks qui va être coordinateur offensif intérimaire. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut se poser la question parce que les Bills, c'est pas une équipe. Vous voyez, si ça arrivait à un rookie ou si ça arrivait à une équipe qui joue peut-être les playoffs, mais on ne sait pas trop. Euh, D'accord, mais là, les Bills, leur ambition affichée depuis le début de saison et depuis plusieurs années, c'est d'aller au Super Bowl. Donc là, pour l'instant, ils sont même pas sûrs d'aller en playoff. Moi, je pense qu'ils peuvent se remettre un peu la tête à l'endroit et avec une attaque aussi dangereuse, euh, pouvoir accrocher le wagon des playoffs. Mais derrière, il risque de se passer ce qui s'est passé ces dernières années. C'est-à-dire que dans les grands matchs, face à des gros adversaires, face aux Bengals, face aux Chiefs, face aux Ravens, hein, on voit les Ravens qui tournent bien cette année. Voilà, face à ce genre d'adversaire-là, ce genre d'erreur-là, tu finis pas à perdre un match à la dernière seconde, hein. Le match, tu l'as perdu bien avant et tu perds de 10, 15, 20 points, hein. Donc attention, parce que c'est un peu toujours la même chose là pour Josh Allen. Il serait temps de vraiment réussir à corriger ça, hein. Allez, on continue. Numéro 6. Numéro 6 du flop 10 de la semaine. J'ai placé un binôme. Oui, je fais ça un peu de temps en temps. Ça me permet de parler des quarterbacks quand ils ont été remplacés en cours de match et que leur remplaçant n'a fait guère mieux qu'eux. Et bah, c'était le cas de Tyler Higbee et de Desmond Ridder pour les Falcons. Alors, c'est un match que j'ai regardé en entier, hein, vous le doutez bien, je suis supporter malgré mon pull Jaguars aujourd'hui, mais je suis supporter des Cardinals. Et donc, j'ai regardé ce match en entier. Et c'est marrant parce que sur l'impression visuelle du match, je me disais, bon, bah, Iniki, Reader, ouais, c'est pas terrible sur ce match, mais bon, ça passe, ce sera dans le ventre mou, ce sera certainement ni dans le flop ni dans le top. Et puis en revoyant le match et en revoyant les stats, euh, je me suis dit, ah ouais, non, quand même. Alors je vous ai fait les stats combinés, donc les deux, hein, les deux mis ensemble. 12 sur 21 à la passe, 94 yards à eux deux. 94 yards, moins de 100 yards face à la défense des Cardinals, qui est quand même pas réputée pour être le backfield défensif le plus dangereux de la ligue, quoi. Moi, j'avais d'ailleurs dit, je pensais qu'on avait un front seven qui était capable de montrer des choses et un backfield défensif qui était un peu plus limité. Et ben, ça a été un tout petit peu l'inverse sur ce match. Le premier sac est venu très tard, c'est le rookie Ojolari qui en a fait deux d'ailleurs, je crois. On a peu vu les autres membres du backfield, de la ligne défensive des Cards. C'est à la passe qu'ils auraient dû souffrir ces Cards. Eh ben pas tellement finalement. Ils ont mangé à la course. C'est le jeu des Falcons. On comprend bien. Ça y est, peut-être qu'on commence à voir Bijan Robinson un petit peu mieux utilisé, mais bon sang, faut faire mieux que ça à la passe. C'est pas possible. T'as Drake London, t'as Kyle Pitts qui. Alors il a fait la première réception au tout début du match. Il a fait une belle réception, Kyle Pitts, puis après disparu. Drake London, on le voit bien sur le dernier touchdown des Falcons, il convertit sur une troisième tentative avec Marco Wilson. D'ailleurs, j'en parle, parenthèse, Marco Wilson, cornerback des Cards, pire cornerback de la ligue. Je ne comprends pas que ce mec soit encore titulaire, c'est un scandale. C'est une insulte au foot, ce mec.
Et donc Marco Wilson qui fait même pas semblant d'essayer de défendre sur Drake London, qui fait une belle réception parce que la passe n'était pas terrible. Et au final, on se retrouve avec moins de 100 yards. Mais comment c'est possible? Je veux bien que les Falcons, ils aient pas le corps de receveur des Bengals, d'accord, mais il faut que ton jeu soit plus équilibré que ça, parce que sinon, si tu sais que si l'adversaire sait que l'équipe est incapable de lancer la balle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont blinder la boîte tout le temps et puis ils vont essayer de limiter, notamment Bijan Robinson, ce qu'avaient fait les Jaguars d'ailleurs dans le match de Londres. Au bout d'un moment, ils ont compris, quoi. C'est bon, tu cours. Puis quand ils ne sont pas capables de courir, ils n'arrivent pas à lancer. Bon. Il avait fait des belles prestations, Desmond Ridder, en tout cas en termes de yards, même s'il y avait trop de turnover. Taylor Heinicke, je suis désolé, pour moi, c'est un quarterback qui est décent, qui est capable de faire mieux que ce que fait Desmond Ridder. Alors, il y a un touchdown à la course pour Ridder après, en fin de match, quand il revient après la petite blessure de Heinicke. Mais c'est un capable de mettre, un quarterback qui est capable de mettre la balle dans les airs et plus que ce que fait Desmond Ridder. Et du coup, je comprends pas pourquoi on le fait pas plus lancer. Surtout, encore une fois, face à un backfield défensif des Cardinals qui est quand même limité. On a un safety top 5 de la ligue avec Buda Baker. À côté de ça, en plus, les rookies sont pas forcément là. Marco Wilson, j'ai dit, c'est une fraude. Donc non, tu peux pas lancer moins de 100 yards dans un match NFL. Même si tu joues contre les Cardinals, qui sont a priori l'un des adversaires les plus faibles de la ligue. En tout cas, ouais, voilà, en vision globale d'effectifs et puis en bilan. Donc non, et finalement, ce match-là, d'accord, Kyler Murray fait un match excellent, on en reparlera demain, mais ils se le perdent aussi peut-être un petit peu tout seul par leur entêtement. Il y a même un moment, moi j'ai hurlé devant ma télé parce qu'on laisse convertir, on laisse convertir une 3e et 9 sur une course plein fer de Bijan. Donc même là, on veut pas lancer le ballon. Donc que dire? Que dire des Falcons si ce n'est Arthur Smith, assassin, quoi. Ah, assassin, toute proportion gardée, on parle de foot, hein. Mais ouais, non, Arthur Smith, c'est pas possible. Il va falloir que ça change. Alors pour l'instant, le bilan est pas si catastrophique que ça, et puis en plus la division est quand même assez ouverte, donc il y a peut-être moyen d'aller faire quelque chose. Je pense que c'est pour ça qu'il sauve sa place. Mais moi, je pense qu'il faut se débarrasser de ce coach parce que il est en train de bousiller des carrières, tout simplement. Il bousille la carrière de Drake London, il bousille la carrière de Kyle Pitts. Bijan Robinson, ça commence à se voir, mais bon, quand même, bof. Donc, il faut faire quelque chose. Et pour moi, le quelque chose, c'est changement de coach. On en reparlera, en tout cas, mauvaise prestation du coup du binôme de quarterback des Falcons. On continue, numéro 5. Pareil, un binôme, puisque j'ai placé Derek Carr et Jameis Winston, je vous donne leur stats pareil, combiné 26 sur 43, 232 yards, 2 touchdowns, 2 interceptions, les deux sont pour Jameis Winston, puisque Derek Carr est sorti en cours de match. En fait, Winston, il aurait quasiment pu être dans le flop et dans le top cette semaine. Pourquoi? Parce que on le voit sur l'une de ses premières, non même c'est pas la toute première passe, en tout cas sur son premier drive, il rentre et il met un touchdown avec une très jolie passe pour Chris Olave. Il y a un autre touchdown avec une belle réception du rookie A.T. Perry en fin de match, mais c'est déjà un peu trop tard. On découvre pas en fait. Ça a toujours été comme ça, Jameis Winston. Le meilleur comme le pire. Les touchdowns, le bras, mais des interceptions scandaleuses. Donc voilà. Il faut souhaiter que Derek Carr reste en bonne santé parce que d'accord, il descend un petit peu Derek Carr, mais c'est quand même un quarterback décent là encore une fois. Mais il a plein de petits soucis, un coup l'épaule, un coup ci, un coup ça, je sors, je re-rentre, je sais pas si je joue, je suis questionable jusqu'au coup d'envoi. Donc
ouais, c'est dommage parce que cette équipe des Saints, mais je le dis à chaque fois en fait, elle a tellement de potentiel pour faire bien mieux. La défense a été aux abonnés absents sur ce match alors que normalement elle est très forte. L'attaque, je redis, mais je suis désolé, ce corps de receveur, Olave, Thomas, Shahid. Alors Thomas, je sais pas si c'est ses problèmes avec son voisinage là qui font que on ne le voit plus du tout ces derniers temps. Euh, mais ouais, pareil, on le voit plus. Alors que pour une fois, il est quand même relativement en bonne santé cette saison. Donc il y a manière à faire des choses, hein, en plus avec j'allais dire Tyreek, non, Tyson Hill, le couteau suisse, il y a toujours moyen de faire des jeux un peu feintés, de faire des choses différentes, de faire des courses du quarterback, de faire de la réception, de faire du lancer surprise. Parce que oui, avec Tyson Hill, quand il joue quarterback, finalement, la surprise, c'est quand il lance. Mais non, voilà, il y a quelque chose à faire. Et bah voilà, ça fait encore une défaite dans un match qui aurait dû être prenable. Ça fait, bon, je crois qu'ils sont encore en tête de la division, mais voilà, parce que la division est éclatée, hein, pas parce qu'ils roulent sur la division, comme ce qu'on pouvait penser, parce que en début de saison, il y a aussi un point qui n'a pas été évoqué, c'est que les Saints, ils ont, je pense, le calendrier le plus facile de la ligue cette année. Ou l'un des plus faciles. Moi, quand j'ai regardé avant le début de la saison, j'avais dit c'est simple, ils sont favoris de tous les matchs. Et puis on se rend compte que finalement, bah, c'était plus compliqué que ça. Je pensais pas qu'ils finiraient à 17-0, mais bon, voilà, ils sont quand même censés être favoris, quoi. Donc voilà, il va falloir que Derek Carr reste en bonne santé, que l'attaque se débrouille mieux, et puis il va falloir peut-être faire ce qu'ont fait les Bills, c'est-à-dire virer ce coordinateur offensif qui est en train de bousiller une attaque avec un fort potentiel. Carmichael, là, c'est plus possible. Enfin bon, on verra bien et on continue. Numéro 4 de ce flop 10 de la semaine, j'ai placé Mac Jones. Mac Jones, 15 sur 20, 170 yards, pas de touchdown, une interception. Bah, Mac Jones, c'est simple en fait, c'est en dents de scie. C'est en dents de scie tout le temps. Il est capable de sortir d'un coup des belles prestations où on se dit, bah tiens, finalement, pourquoi pas. Alors, on sait, il y a un problème de receveur aux Patriots, mais il doit faire mieux que ça. Il est trop imprécis, puis trop paniqué avec le ballon. Il donne vite la balle, même sur des troisième et longues, il donne la balle au running back. Euh, ouais, voilà. Que dire, si ce n'est toujours la même chose, si ce n'est que la question va se poser du quarterback. On en reparlera encore une fois à la draft, mais a priori, les Patriots devraient être assez haut dans la draft. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je commence à l'évoquer maintenant parce que il y a plusieurs pistes. On en a parlé avec Wake la semaine dernière, supporter des Patriots. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à laisser les clés du camion à Mac Jones, sachant que avec leur positionnement, ils auront peut-être la possibilité d'avoir euh, Marvin Harrison Jr. En receveur. Alors on dit que les Patriots ne savent pas drafter des receveurs au premier tour, donc il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Je pense que là, même eux sont pas capables de se planter sur un joueur pareil. Donc pourquoi pas? Est-ce qu'on renforce la ligne parce qu'il va falloir le protéger, le quarterback quel qu'il soit. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'on draft un tackle? Il y en a deux très forts qui arrivent normalement, Joe Alt et Oli Fachanou. Ou alors est-ce qu'on part sur un quarterback, hein? J'ai dit, il y en a un paquet qui vont arriver de bien. Je pense que Caleb Williams serait un bon fit aux Patriots parce qu'il a l'air d'être un peu tête brûlée là, et en tout cas il fait des déclarations pas terribles, on en a déjà parlé, mais ouais, moi il m'a l'air d'être pas très fut-fut en tout cas malgré son niveau et son talent, et je me dis bah un environnement comme les Pats c'est peut-être le truc qu'il lui faut pour se remettre un peu d'aplomb, quoi, et la tête à l'endroit, surtout si Belichick reste l'année prochaine, ça c'est pas sûr. Peut-être qu'on lui offrira de partir avec les honneurs et de démissionner à la fin de la saison, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, la question va se poser. On en reparlera, mais Mac Jones sur ce match, voilà, purgeage de la semaine, en partie à cause de Mac Jones.
On continue avec le numéro 3 cette semaine. J'ai placé Bryce Young. Excusez-moi, je vais essayer de relire mes notes. Tac, 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 tac. Ok. Oui, alors. Excusez-moi, parce que oui, vous voyez, j'ai écrit comme un cochon, j'ai du mal à me relire. Donc, Bryce Young, quelle galère. Quelle galère sur un match qui était prenable, hein, parce que finalement, ils perdent d'un field goal. D'accord, il n'est pas aidé. D'accord, il n'a pas un énorme groupe à sa disposition. Il a Adam Thielen qui fait des stats énormissimes depuis le début de saison. Il n'a pas un gros cœur de receveur. La ligne offensive l'abandonne un petit peu, mais il doit faire mieux. Et finalement, c'est un petit peu marrant parce que il galère dans le domaine où on pensait qu'il serait meilleur, ou en tout cas dont on avait vu qu'il était meilleur que CJ Stroud. Et inversement, c'est-à-dire quel domaine? C'est-à-dire la capacité à ne pas paniquer et à avoir plusieurs lectures. Il avait montré à l'université, Bryce Young, alors en effet, la NFL et la NCAA, c'est pas la même chose, mais il avait montré qu'il avait cette capacité de double lecture, voire de triple lecture. Là, il n'est pas aidé par sa ligne, donc il se retrouve souvent sous pression et il fait des grosses erreurs. Et donc finalement, je m'aperçois, excusez-moi, que j'ai oublié de noter les stats. Mais finalement, voilà, ça donne des interceptions, ça donne des lancers hasardeux, même si on voit il peut avoir des belles qualités de passe, mais par petites touches, c'est trop hasardeux, c'est trop hasardeux. Et donc, finalement, on se retrouve, voilà, à perdre ce genre de match face aux Bears. En plus, ça leur sert même pas grand chose de tanker parce que leur premier tour est justement chez les Bears. Donc, va falloir vraiment. Bon, là, c'est vraiment. On cherche à le remettre en confiance et c'est pas ce genre de prestation qui va l'aider à se remettre en confiance. Donc, voilà. Est-ce que si CJ Stroud aurait fait aussi mal dans cette équipe-là? Est-ce qu'il aurait fait mieux? On ne saura jamais. Mais en tout cas, on va lui laisser du temps et pas encore lui parler d'erreur de casting. Mais attention, parce que cette saison, c'est compliqué. On verra l'année prochaine. On lui laisse un petit peu de temps. Mais il ne faudrait pas que ça soit 2 saisons comme ça, parce que sinon, on va commencer à regretter ce choix du côté des Panthers, surtout qu'on est monté, on a donné très cher pour aller chercher ce premier choix, pour aller chercher Bryce Young, donc performance compliquée. Numéro 2, j'ai placé Trevor Lawrence. Ouais, et oui, et oui, et oui. Parce qu'il finit, c'est pareil, à 2 interceptions. J'ai l'impression, avec Trevor Lawrence, c'est marrant, ça m'a fait penser quand j'étais prof en établissement. Là, je suis toujours prof, mais plus en établissement. Et vous savez, c'est cet élève qui a souvent des bonnes notes et qui, à un contrôle, se foire complètement. Et le premier truc qu'on a envie de lui marquer, c'est que s'est-il passé? Eh bah oui, ah bah alors, le petit Trevor, qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, il s'est passé que t'es tombé sur une défense excellente en face. Euh, les Niners, leur semaine de repos leur a fait du bien. L'arrivée de Chase Young leur a fait beaucoup de bien sur la ligne défensive. Et du coup, ils l'ont mis sous pression tout le match. Ils l'ont harcelé. Et du coup, cette attaque des Jaguars qui ronronnait tranquillement, qui était plutôt pas mal. En plus, le jeu de course de Travis Etienne a été annihilé. Et bah du coup, voilà, en plus, il y a des fumbles. Je crois que c'est Christian Kirk qui fait un fumble après avoir fait une belle réception. Et après s'être mis dans la red zone. Donc, et bah du coup, Trevor Lawrence passe complètement à côté de son match. C'est pas gravissime, mais encore une fois, tout dépend de ce qu'on vise. Et pour les Jaguars, quand on vise ce que visent les Jaguars, on avait dit, ils sont favoris pour la division. Je pense qu'ils vont la remporter, même si, attention aux Texans qui vraiment sortent le bout de leur nez. Et il va y avoir un affrontement entre les deux, Jaguars-Texans. Ce sera pas cette semaine, ce sera la semaine d'après, je crois.
qui va valoir son pesant de cacahuètes. Donc, quand on vise ce qu'il vise, attention, parce que c'est pas le genre de match. Voilà, des adversaires comme les Niners en playoff, tu vas rencontrer quasiment toutes les semaines. Donc il faut faire mieux, et c'est à Trevor Lawrence, qui est un premier choix de la draft, qui est le franchise QB de cette équipe, il n'y a pas de doute, de faire mieux que ça et d'élever le niveau de son équipe. Il ne peut pas se contenter d'être propre avec ce qu'il y a autour de lui. Voilà, c'est pas la situation de Brock Purdy pour dire ce qui est en face dans l'autre équipe. Non, il doit vraiment porter, c'est lui qui doit porter l'équipe, c'est le premier choix de la draft il y a 2021. C'est le franchise quarterback de cette équipe, donc il doit faire mieux que ça, et il est passé complètement à côté. Encore une fois, je plaide la thèse de l'accident pour ce match-là, mais attention, face aux gros adversaires, attention, et il y aura un match pour se remettre un peu la tête à l'endroit la semaine prochaine. Je sais plus contre qui joue les Jaguars, je l'ai vu passer. Je sais plus, mais en tout cas il y aura un affrontement décisif avec les Texans en semaine 12 qui va être très très important. Et numéro 1, bah, vous vous en doutez un petit peu avec le titre de la vidéo, hein, bah oui, j'ai placé Tommy DeVito. Alors il met, je crois, 2 touchdowns, un ou 2 touchdowns en fin de match là dans le garbage time, mais c'est pas ça qui va changer quelque chose. D'accord, il jouait les Cowboys, d'accord, il n'y a pas grand chose en attaque du côté des Giants, mais il n'est pas au niveau, le pauvre. Il peut même pas s'appuyer sur un jeu de course si performant que ça. Donc non, qu'est-ce qui se passe chez les Giants la saison? Vous voyez, il y a des équipes où, par exemple, je vais parler des Cards parce que forcément, c'est ce qui me concerne le plus, mais on voyait quand même, ils perdaient leur match de pas grand-chose. On se disait, bah, avec un quarterback, peut-être que ça peut le faire. On l'a vu d'ailleurs quand Kyler Murray est arrivé, on gagne. Je dis pas qu'on va gagner tous les matchs de la saison, loin de là, mais voilà. Même les Panthers, on se disait, ils ont un quarterback rookie euh, qui peut montrer des flashs, ils ont une défense qui peut faire. Mais les Giants, c'est vraiment l'équipe, pour parler encore d'un autre exemple, les Patriots, ils sont à la ramasse, mais ils ont battu les Bills, vous voyez. Mais les Giants, plus je les vois jouer, plus je me dis, oh, j'ai de la peine pour leurs supporters, parce que c'est vraiment, pour le coup, l'équipe où on se dit, il n'y a plus rien à sauver, il n'y a plus rien à sauver. Ouais, c'est la dégringolade, c'est la déroute. Alors c'est pareil, on en reparlera, mais il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on fait à la draft. Quarterback? Possible. J'ai mis un bémol. C'est que on a donné un gros contrat à Daniel Jones. Donc ça coûterait très cher de se séparer de Daniel Jones. Il y a toujours l'option, et on me l'a fait remarquer, c'est vrai que c'était quelque chose, je ne suivais pas la NFL à l'époque, mais qui était courant, on va dire, jusque dans les années 2010, et qui ne se fait moins aujourd'hui. Il y a toujours l'option de, on prend un quarterback et on le met derrière Daniel Jones pour apprendre, et puis après on voit ce qu'on fait. Personnellement, ça m'embête toujours un tout petit peu de gâcher un top pick, parce que là, leur pick il sera minima top 5, certainement top 3, voire peut-être top 1, si ça continue comme ça. Ça m'embête toujours un petit peu, moi, de gâcher un top pick, entre guillemets, de gâcher avec un quarterback que tu vas pas faire jouer tout de suite. Ça peut marcher, hein. L'exemple récent qu'on a tous en tête, c'est Patrick Mahomes, qui avait été choisi en 10e position par les Chiefs et mis un an derrière Alex Smith. Mais encore une fois, c'était un 10e choix. C'était pas un premier, deuxième, troisième choix. C'est toujours possible, hein, et c'est peut-être même ce qui est souhaitable, et c'est peut-être même ce qui est mieux pour le quarterback. Mais dans une ligue où tout va très vite, où il faut des résultats rapidement, et parce que qu'est-ce qu'on fait si on a choisi un QB, Daniel Jones se blesse, donc on paye Daniel Jones, on va payer un QB assez cher, puisqu'on l'aura choisi très haut, même si c'est un contrat rookie, et toujours avec cette ligne inexistante, toujours avec ce corps de receveur inexistant. Donc moi je me pose la question, je pense que on en reparlera, on fera une vidéo spéciale au mois de décembre, mais
Je pense que si je suis GM des Giants, je vais pas forcément sur un quarterback parce que j'ai Daniel Jones. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la ligne ou quelque chose à faire avec les receveurs. En tout cas, le receveur qui arrive et qui promet d'être le premier receveur choisi lors de cette draft. Voilà, c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode de Franchise QB. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en avez pensé, vos avis sur ce que je dis, sur les conditions de voilà, la technique ou que sais-je encore. Tous les conseils, toutes les remarques sont bonnes à prendre. Je vous invite à me faire vos retours sur Facebook, sur les endroits où je partage les vidéos, sur X, @Kubusari, QBOU2SARIE, sur Discord pour ceux avec qui j'échange sur Discord, directement en commentaire sous la vidéo YouTube. N'hésitez pas, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.